m'appelle Séverine Barbier, je suis praticienne en hypnose régressive quantique. L'hypnose régressive est spécialisée dans l'exploration des vies antérieures, voire parallèles, et il est possible dans un deuxième temps d'aller communiquer avec la conscience supérieure qui est notre moi le plus profond. Alors, généralement, les personnes qui viennent me voir ont des mots assez variés. Ils peuvent vouloir comprendre l'origine de leurs problèmes de santé et essayer de les soulager justement par un soin énergétique qui est donné par leur conscience supérieure. Ça peut être également des traumatismes du passé, de cette vie, mais également d'autres vies, soit antérieures, soit parallèles, des blocages, des phobies, tout plein de choses. Ça peut être également une curiosité spirituelle de savoir quelle est sa mission de vie, quel lien karmique on entretient avec notre entourage, ou tout simplement des expériences inexpliquées qu'ils ont vécues et pour lesquelles ils aimeraient avoir les réponses. Alors évidemment, l'hypnose régressive va essayer d'apporter une solution à tous les problèmes que je viens de juste d'évoquer, mais ça va vraiment dépendre de la personne. Il y a des fois, il y a des guérisons, il y a des fois, il y a des apaisements, tout simplement parce que le chemin qui permet à la guérison est parfois justement source d'apprentissage. Donc il n'y a pas forcément guérison, il y a plutôt compréhension de la problématique pour avoir justement un travail derrière. Ce qui est sûr, c'est que la conscience supérieure, c'est notre sagesse la plus profonde. C'est vraiment la partie la plus évoluée de nous-mêmes. Donc elle va montrer des vies, d'autres vies qui peuvent être antérieures ou parallèles, comme je l'ai dit, qui ont une forte influence avec notre vie actuelle. Et ce qui est important de comprendre, c'est que, étant donné que c'est notre sagesse la plus profonde, elle ne va montrer que la juste mesure de ce qu'est capable de comprendre et d'intégrer la personne, ni plus ni moins. Ce qui ne signifie pas que les informations qui seront données ne seront pas bouleversantes ou déstabilisantes. Parfois, cela va nécessiter aussi d'autres thérapies par la suite, voire une psychanalyse. Mais ce qui est certain, c'est que la conscience supérieure, si elle donne ces informations-là, c'est qu'elle estime que la personne est tout à fait capable de les gérer émotionnellement. Alors pas du tout, en fait moi je fais allonger les personnes qui viennent me voir justement sur ce canapé, je leur demande de fermer les yeux et je commence toujours par une relaxation du corps, on est dans un monde où on est assez stressé et c'est une induction que je lis pour les emmener dans un état ce qu'on appelle de transe, mais c'est un état très naturel puisque nous utilisons les ondes θ qui est un état dans lequel nous allons 2 fois par jour très naturellement, le matin quand on se réveille ou le soir quand on se couche. C'est l'état où on rêve, où on est semi-éveillé. Donc vous voyez, c'est un état tout à fait naturel. Dans cette technique d'hypnose, dans la technique de Dolores Cannon que je pratique, il n'y a pas de perte de conscience, il y a une expansion de conscience. Donc déjà, ça veut dire que personne ne peut être hypnotisé s'il ne le souhaite pas, parce qu'il est en expansion de conscience, son mental et son ego est toujours là. Mais cela signifie aussi que l'expansion de conscience me permet d'accéder à des informations que nous n'aurions pas dans notre état de veille habituel. Alors l'expansion de conscience, effectivement, on l'atteint grâce à l'hypnose régressive, mais on peut l'atteindre avec des auto-hypnoses, on peut l'atteindre en méditation ou tout simplement qu'on l'on vit ce qu'on appelle des expériences spirituelles. Ça arrive, c'est tout simplement nos ondes qui s'élèvent et qui ne sont plus dans notre état de veille. Maintenant, l'hypnose, c'est vraiment quelque chose un état dans lequel vous allez quotidiennement, c'est-à-dire si vous lisez, si vous regardez la télé, si vous conduisez même, vous allez déjà être dans un état de transe très léger. Ça vous arrive certainement d'être rentré chez vous et de pas vous rappeler le chemin que vous avez fait en voiture. Ça, c'est déjà de la transe légère. Nous, on cherche juste la transe légèrement au-dessus grâce aux ondes θ, mais effectivement, grâce à tout ce qui est méditation ou auto-hypnose, oui, c'est possible d'atteindre ce genre de niveau. Comme l'inconscient filtre les informations, il faut que vous essayiez d'imaginer ça comme un entonnoir. Quand, dans votre état de veille habituel, vous êtes en bas de l'entonnoir, d'accord ? Grâce à l'expansion de conscience, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'on va agrandir le niveau de conscience, donc on diminue le champ de l'inconscience. Et plus vous allez agrandir cet accès au conscient, plus vous aurez d'informations. Essayez d'imaginer un tissu qui est très serré dans votre état de veille habituel et que l'hypnose régressive et d'autres techniques, c'est pas du tout la seule, va tout simplement
permettre comme si vous tiriez un petit peu le tissu et tout simplement de laisser passer les informations, que ça soit l'entonnoir ou que ça soit un tissu. D'ailleurs, ça me rappelle que nous, on a ce qu'on appelle le voile de l'oubli, c'est-à-dire qu'on ne se rappelle plus de notre mission sur Terre, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle le voile de l'oubli et qu'aujourd'hui, avec les montées vibratoires de la Terre ou ce genre de pratique, ce genre de thérapie, on essaye d'agrandir le tissu, donc ce qu'on appelle le voile de l'oubli, pour avoir plus d'informations. Mais de toute façon, ce qu'on appelle l'inconscient, effectivement, c'est quelque chose qui cherche à protéger ce que la personne ne comprend pas ou dont elle a peur, tout simplement. Donc, c'est vraiment un filtre. L'inconscient, de base, gère tout ce qui va être les automatismes, mais également les fonctionnements un petit peu récurrents, vous voyez, dont on n'a pas forcément conscience. Effectivement, l'hypnose régressive, s'il y a amnésie, va permettre de revenir quand on dit finalement hypnose régressive, c'est pas seulement d'autres vies, évidemment ça peut être des vies parallèles ou des vies antérieures, mais ça peut être également le passé de cette vie. S'il y a eu un fort traumatisme et qu'il y a amnésie, on peut très bien demander à ce que la conscience supérieure revienne juste avant l'événement traumatique pour comprendre ce qui s'est passé. La conscience supérieure a pour rôle de nous protéger. Donc si elle sent que la personne n'est pas prête à intégrer les informations qu'elle va révéler, effectivement, elle ne les montrera pas. Ou alors elle les montrera d'une manière différente. Elle est capable par exemple de montrer une photo au lieu du souvenir réel. Juste parce que ce sera moins dur de regarder l'événement en photo que de revivre le traumatisme. Donc, si elle sent que la personne n'est pas prête à intégrer les informations qu'elle a à donner, elle va pas ni montrer d'autres vies, ni chercher à communiquer avec la personne. C'est tout simplement que c'est pas encore le moment. Jamais je ne sais pas, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais en tout cas, c'est-à-dire qu'à l'instant T, pas pour le moment. Peut-être plus tard, quand elle aura fait d'autres travails. Peut-être que l'hypnose régressive, c'est quand même une technique où il faut avoir un petit peu travaillé sur soi. C'est-à-dire que si on a vraiment des besoin d'une psychanalyse avant, on ne va pas aller dans des techniques spirituelles avant de ne pas avoir travaillé un minimum sur soi. Déjà, l'hypnose régressive, généralement, on n'a besoin que d'une seule séance, puisqu'elle va mettre en lumière toutes les problématiques de la vie actuelle, vraiment les grosses problématiques récurrentes. C'est ce qu'on appelle des one-shot, quoi. C'est des thérapies brèves, concrètement. Et là, j'ai pas envie de généraliser parce que ça dépend vraiment de chacun. Il y a des personnes qui vraiment ont besoin de travailler sur elles et qui, du coup, ont besoin d'une psychanalyse. Il y a aussi beaucoup de personnes qui aujourd'hui estiment que la psychanalyse c'est trop long et qu'il y a des thérapies brèves qui sont bien meilleures à faire avant par exemple une hypnose. D'autres au contraire, il est possible d'avoir, je sais pas, révélé un abus sexuel pendant l'enfance et là, vu que avec l'hypnose, on va avoir réveillé ce souvenir traumatique, je vais conseiller à la personne ensuite effectivement de se faire suivre, soit par une thérapie, soit par une psychanalyse, mais en tout cas de ne pas s'arrêter là, parce qu'il y a tout un travail derrière. Et très souvent, la conscience supérieure, elle va de toute façon montrer les informations et donner des clés justement pour continuer de cheminer. C'est vraiment le début d'un chemin. C'est loin d'être fini. C'est pas parce qu'on fait une hypnose régressive que d'un seul coup on a les réponses à toutes nos questions. Alors les réponses oui peut-être, mais en tout cas pas la solution à tout, parce que très souvent, comme je vous le disais, la solution c'est le chemin. C'est le chemin à parcourir. C'est ça qui nous fait travailler sur nous-mêmes, sur nos peurs, sur nos blessures, sur ce que l'on veut atteindre, sur nos croyances limitantes. Et c'est tout aussi important parfois que la révélation. Maintenant, une fois qu'on a compris les choses, généralement on a fait 50% du chemin aussi. Comprendre un problème, c'est le premier pas. Mais le comprendre, c'est bien, mais il faut ensuite l'accepter. Donc il y a tout un travail qui est à effectuer derrière. Maintenant, par exemple, pour certains troubles psychiques, comme la schizophrénie, c'est vraiment important de comprendre que il y a des personnes qui sont schizophrènes, qui sont diagnostiquées comme telles, alors qu'en fait, elles canalisent des plans supérieurs. C'est-à-dire qu'elles ne font plus la différence entre notre réalité et ce qu'elles canalisent. Canaliser, c'est vraiment recevoir des informations d'autres plans, d'accord ? Et elles font un amalgame entre ces informations qui leur sont données d'autres plans supérieurs et leur réalité. Il y a des personnes schizophrènes qui également ont accès à leur vie antérieure, voire à des vies parallèles. Et là, elles se mélangent les pinceaux en fait dans leur personnalité ou tout simplement dans ce qu'elles vivent au quotidien. Elles ne savent plus faire la différence entre ce qu'elles vivent
elles, dans leur quotidien, et les réalités de vie parallèles. D'autres aussi, tout simplement, c'est des âmes qui sont nouvellement incarnées sur Terre, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais eu d'incarnation, c'est leur première incarnation sur Terre. Elles viennent de dimensions supérieures ou de planètes dont les énergies sont beaucoup plus hautes que les nôtres, et du coup la Terre est un endroit difficile pour elles, parce que les énergies sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus difficiles à vivre. Donc c'est pour ça que je ne dis pas que toutes les personnes qui sont atteintes de troubles psychiques viennent de plans supérieurs ou canalisent ou ont accès à des vies. Je dis juste que contrairement aux apparences, il y en a beaucoup qui sont mal diagnostiquées et tout simplement qui sont plus lumineuses qu'on le croit, mais elles sont juste très mal adaptées à notre monde. Clairement, ça vient pas toujours de vie antérieure, ça peut. Déjà, il y a les conséquences de cette vie-là, tout simplement. Comme on l'a dit, s'il y a eu traumatisme dans l'enfance, forcément, il va y avoir des répercussions sur la vie adulte. Mais si c'était forcément un traumatisme, ça peut évidemment venir des vies antérieures ou de vies parallèles même. Mais si c'était forcément cela, que dire des personnes qui naissent avec des troubles psychiques ou neurologiques dès l'enfance, qui naissent comme ça? Moi, dans ces cas-là, j'estime qu'au contraire, c'est l'âme qui a choisi cette difficulté pour évoluer. Voyez, et du coup, c'est ce qu'on considère nous comme des fois un problème. Finalement, c'est un choix d'incarnation en fait. C'est de se dire, ok, je vais m'incarner sur Terre avec cette problématique-là parce que je sais qu'elle va être, pour moi, me faire évoluer plus vite. Elle va me faire prendre conscience de certaines choses beaucoup plus facilement que si j'allais bien, parce que de toute façon, comme on l'a dit, les gens sans problème n'ont pas d'histoire. Et c'est vrai. Maintenant, oui, effectivement, il y a des traumatismes qu'on ramène d'autres vies. Si vous avez fait, par exemple, le vœu de pauvreté dans une vie, potentiellement, vous n'allez pas comprendre toutes vos difficultés financières aujourd'hui, et on va se rendre compte qu'en fait, il y a eu une pauvreté dans une autre vie. Oui, donc on peut le ramener. Maintenant aussi, il faut vraiment prendre conscience qu'on ne peut pas guérir tous les maux. C'est pas parce qu'on va faire de l'hypnose qu'on va guérir tous les maux, parce que ce ne serait pas prendre en compte la volonté et le désir profond de la personne. Il y a des personnes qui sont en manque d'attention, et ce que leur permet leur difficulté, c'est justement d'attirer l'attention sur elles. Donc, de manière générale, quand on les voit, ces personnes-là, elles donnent l'impression qu'elles ont envie de guérir, elles vont faire des thérapies, et ainsi de suite. Et en fait, en creusant un petit peu, et des fois la conscience supérieure nous le dit, elle dit oui, mais je peux rien faire parce qu'en fait, cette personne-là ne veut pas guérir. Grâce à ça, le bénéfice qu'elle retire, c'est l'attention de son entourage. Il peut y avoir, donc ça peut être des schémas relationnels récurrents, ils comprennent pas. Dans leur couple, par exemple, une personne va revivre encore et encore et encore la même chose, et ce, quel que soit le partenaire, en fait. Elle a beau changer, c'est toujours la même chose. Bon, là, clairement, c'est il y a un fonctionnement, un schéma à mettre, à relever, et tout simplement à comprendre pour pouvoir être accepté et travailler. Ça peut être, je sais pas, j'ai eu des clients, c'était la phobie des souris, parce qu'en fait elles étaient mortes à cause de souris dans une autre vie. On a parlé du vœu de pauvreté, où la personne avait fait le vœu de pauvreté parce qu'elle était moine, et que du coup là elle a des difficultés financières incroyables dans cette vie qu'elle ne comprend pas. Mais ça peut être aussi le vœu de chasteté qui a été émis tout simplement aussi, souvent d'ailleurs par des personnes religieuses, et qui du coup se retrouve dans des difficultés où elle a toujours un peu de mal à trouver quelqu'un, et ça comprend pas. C'est vraiment varié. Tous les traumatismes ne viennent pas de vie passée, mais certains oui. Et c'est vrai que quand on sent par exemple qu'une personne, ça fait 12 ans qu'elle travaille avec quelqu'un, qu'elle n'en peut plus mais qu'elle ne quitte pas son job, on peut s'attendre généralement qu'il y a un lien karmique entre elle et son patron, quoi. Donc, pour vous expliquer le processus de réincarnation, il faut d'abord expliquer ce qu'est l'âme, qui, contrairement au corps physique, qui est un véhicule que nous pénétrons tout simplement pour expérimenter la limitation, l'âme, lui, est totalement immatérielle, sans limite, individuelle et immortelle. Et à la mort du corps physique, il y a survivance de l'âme qui, pour continuer d'évoluer, va se réincarner dans différents corps, soit successivement, soit parallèlement. C'est ça le processus de réincarnation. Maintenant, pour répondre à votre question, à savoir est-ce que l'âme finalement c'est l'inconscient,
Il y a une notion en spiritualité qui est très analogique à ce que Jung appelait la conscience collective. C'est qu'on considère qu'il y a une conscience individuelle, transgénérationnelle, mais également collective, mais qui ne se situe pas, non pas dans l'âme, mais dans ce qu'on appelle, nous, les annales akashiques, qui est un lieu spirituel où est enregistré de manière éthérique toutes les pensées, émotions et actions qui sont vécues dans le temps et l'espace. C'est là où se trouvent les informations, donc la conscience, que filtre justement l'inconscient. Et personnellement, je crois aussi que c'est là où se trouvent les dons et les facultés que l'on a acquis dans nos vies passées, et c'est dans ce lieu spirituel, les annales akashiques, que l'on peut aller récupérer du coup les informations qui aujourd'hui forment des blocages ou des traumatismes de notre vie actuelle. Les annales akashiques, elles enregistrent absolument tout. C'est vraiment la mémoire. Et on a une mémoire individuelle, donc ce que l'âme a vécu au cours de toutes ses vies parallèles ou successives. On va avoir une mémoire transgénérationnelle, c'est-à-dire toutes les mémoires de notre famille que l'on a choisies dans cette incarnation. Parce qu'évidemment, on choisit notre famille dans laquelle quand on arrive en fait dans notre incarnation, on choisit notre famille tout simplement parce que cette famille-là va nous apporter soit des aides, soit des difficultés qui vont nous permettre justement un peu de transcender notre état afin d'évoluer. Il y a aussi des mémoires collectives, c'est-à-dire une nation qui a vécu des choses très difficiles, ça va s'enregistrer dans ses mémoires. Donc c'est pas qu'il y a du très bon, du mauvais, même si oui on est dans un monde duel, c'est factuel. C'est passé ainsi, donc c'est enregistré ainsi. La mémoire traumatique, il y a amnésie quand justement la personne n'est pas capable d'intégrer ou de comprendre ou tout simplement dont elle a peur de l'information qui a été donnée ou de l'événement qui a été vécu, du traumatisme. C'est à ce moment-là qu'on oublie. Comme je disais, si franchement ça devient finalement plus pesant dans la vie, que ce soit par les fonctionnements, par des schémas répétitifs dans nos fonctionnements, que ce soit tout simplement par des façons de vivre qui deviennent finalement pénalisantes, voire paralysantes, il est important d'aller travailler. C'est un peu comme l'inconscient, vous savez, c'est un peu comme l'ego, c'est-à-dire que, et d'ailleurs je ne suis pas assez spécialisée sur le sujet pour savoir si c'est rattaché, mais ça pourrait être intéressant de se le demander. C'est un petit peu comme l'ego, je le vois comme l'ego dans le sens où il y a un moment, l'ego c'est très bien pour analyser et classifier les informations, mais si ça prend totalement le contrôle de notre vie, ça devient ingérable en fait. L'inconscient c'est un peu pareil, si l'oubli est tel qu'aujourd'hui la situation devient pénalisante pour la personne, il faut aller travailler dessus, c'est évident. Et pour ça, il faut aller chercher dans le conscient, il faut ramener les informations qui sont filtrées de l'inconscient pour ramener ces informations dans le conscient afin justement de les comprendre et avec un travail thérapeutique de les accepter. Il y a une distinction à faire entre les faux souvenirs et ce qu'on appelle les imprégnations dans notre pratique. Et je vais vraiment faire une distinction entre les deux. Les faux souvenirs, effectivement, il y a une grande part de la responsabilité du praticien dans notre questionnement. Si on n'est pas attentif, on peut induire une action qui ne s'est pas produite. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important de ne pas projeter nos interprétations ou notre perception et de rester dans un questionnement le plus descriptif possible. Maintenant, comme je l'ai dit aussi, c'est une technique qui ne provoque pas de perte de conscience, mais d'expansion de conscience. Cela signifie que le mental est toujours là, et si la personne n'a pas suffisamment lâché prise, il ne va pas y avoir le filtre de l'inconscient, mais le filtre du mental cette fois, qui risque effectivement de moduler un petit peu le souvenir. Ça, c'est un risque. Maintenant, on considère que tout est juste, et que tout est matière pour travailler, un peu à l'instar des séances de coaching. Donc si d'une certaine façon ou d'une autre une information a été donnée, c'est que, et qu'elle fait sens pour la personne, c'est qu'il est important quand même d'en tenir compte. Voilà. Ce que j'appelle par contre, nous, ce qu'on appelle les imprégnations dans notre pratique, comme je vous l'expliquais, il y a des personnes qui ne sont pas originaires de la Terre, elles viennent d'autres planètes, d'autres dimensions, et ce serait beaucoup trop difficile pour elles de venir sur Terre sans être imprégnées. Et l'imprégnation, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, elles revivent les mémoires d'autres vies, d'autres personnes qu'elles ont trouvées justement dans les annales akashiques, et elles les revivent d'une manière complète, c'est-à-dire qu'elles ont les souvenirs, les émotions, les sensations, tout, absolument tout. Donc une fois qu'elles sont sur Terre,
elles ne peuvent pas faire de différence entre une vie qu'elles ont réellement vécue et une imprégnation. En hypnose régressive, c'est très facile de les mettre à jour, tout simplement parce que une fois que la personne nous a raconté sa vie, il suffit de demander à la conscience supérieure combien de vies elle a eu sur Terre, et si on me dit 0, c'est la première, je comprends que la vie qu'elle vient de décrire est une vie d'imprégnation. Voilà. Et c'est vraiment important pour elle d'avoir ces vies-là, parce que les énergies de la Terre étant plus basses que généralement leurs propres énergies, elles survivraient très mal et auraient des risques justement de maladies psychologiques, psychiatriques même, si elle n'était pas un tout petit peu préparée à cette incarnation. C'est un long débat parce que ça donnerait de demander une définition sur ce qu'est le rêve, qui pour moi est c'est une bulle, le rêve en fait, qui peut reprendre les éléments de ce que l'on a vécu dans la journée, mais qui peut également apporter des informations très symboliques. Concernant des éléments de nos vies, il y a des personnes qui ne rêvent pas du tout, d'autres qui vont être très sensibles à leurs rêves, qui vont les noter tous les jours, qui voient beaucoup de symbolisme, beaucoup. Donc déjà, ça dépend vraiment du fonctionnement de chacun. On n'est pas du tout égaux. Il y a des personnes, ça ne leur parle pas, et d'ailleurs, du coup, les rêves ne donnent pas d'informations concrètes, ça reste très aléatoire. Et au contraire, d'autres qui vont recevoir beaucoup d'informations comme ça. Je sais aussi qu'il existe des théories sur le fait que le rêve, ça peut être une porte sur l'ouverture de conscience. C'est-à-dire que plus on serait connecté à notre conscience supérieure, et moins on rêverait. Tout simplement parce que le rêve, c'est un filtre, encore une fois, donc on pourrait l'associer à l'inconscient. C'est un filtre qui permet, quand la conscience supérieure nous donne des informations ou d'autres... je ne sais pas ce qui pourrait nous donner d'autres informations, mais quoi qu'il en soit, quand des informations nous sont données, on va dire que le rêve, c'est l'inconscient qui a un peu peur que le corps physique ne supporte pas, ou le corps émotionnel, et du coup qui met des images un petit peu transformées des véritables informations qui sont données. Et il y a une théorie selon le fait que plus on est ouvert à tout ça, plus on est connecté à notre conscience supérieure, et moins on rêve, ou alors moins il y a de filtres, c'est-à-dire que les informations nous viennent vraiment en direct. Donc moi je vois le rêve... plutôt comme un filtre, mais je sais aussi que certaines personnes y sont sensibles et d'autres non. Alors je sais pas si tous les troubles, pour être honnête, sont guérissables. Je suis pas médecin, et je me permettrai du coup pas du tout de répondre par la négative ou par l'affirmative à cette question qui me semble beaucoup plus complexe qu'un oui ou qu'un non. Ce qui est certain, c'est que déjà pour être soigné, un trouble doit être bien diagnostiqué. Et comme on l'a vu, il y a certaines maladies psychiques qui, en étant mal diagnostiquées, du coup sont mal soignées, comme des personnes schizophrènes qui, comme on l'a dit, peuvent canaliser des informations de plan supérieur, peuvent avoir accès à des vies parallèles, et du coup ne plus vraiment savoir si ce qu'elles vivent font partie de leur réalité ou d'une autre, ou voilà. Tous, non, je pense pas maintenant. Est-ce que ça fait pas partie du chemin aussi? Enfin, est-ce qu'il faut absolument avoir la réponse à tout? Est-ce que finalement ce qu'apporte ce trouble dans la vie de la personne, et même voir dans la vie de son entourage, n'est pas aussi un bon moyen de leçon et donc d'apprentissage? Prenons justement du coup le cas du psychopathe, de savoir est-ce que c'est que de la souffrance pure, est-ce qu'on en guérit ou quoi que ce soit. Il faut, moi je vais forcément, de par ma profession et de par ma spiritualité personnelle, apporter une vision qui va être très différente de ce que va vous répondre un médecin. D'accord? Déjà, moi j'aimerais savoir quelle est sa vie passée. C'est-à-dire que cette personne qui a peut-être tué X personnes, qu'est-ce qu'elle a vécu dans une vie passée qu'elle règle d'une manière karmique. Je veux dire, la loi du karma, c'est pas être bien ou mal en fait, c'est une loi de justice, c'est une loi de rééquilibrage. Donc peut-être que cette personne a été victime dans une autre vie, et quand on tue quelqu'un dans une vie, la façon la plus dure de régler ce karma, c'est d'être tué par cette personne-là dans l'autre. Donc déjà, ça peut être une possibilité. La façon la plus douce, c'est de se réincarner
les deux personnes ensemble et que du coup celle qui a été tuée, l'autre va s'en occuper toute sa vie. Donc ça se trouve, elle sera extrêmement malade et l'autre personne va devoir s'en occuper toute sa vie. Donc déjà il peut y avoir une notion de karma. Ensuite, il peut y avoir aussi une notion de chemin. Souvent, on estime que, par exemple, que l'autisme est un problème. Il faut savoir que bon nombre de personnes autistes, c'est un choix d'incarnation qu'elles ont fait parce qu'elles ne voulaient pas penser intellectuellement. Ça a souvent été des très grands médecins, des très grands intellectuels dans d'autres vies. Et là, ils se sont dit, oula, moi j'ai envie d'une incarnation un peu plus tranquille. Je vais être autiste, donc on va s'occuper de moi d'une certaine façon toute ma vie. On ne me demandera pas d'effort intellectuel. Mais en plus de ça, tiens maman, je choisis de m'incarner avec toi, tu seras ma mère dans cette vie-là parce que justement ça va te faire travailler, j'en sais rien, la patience, par exemple la résilience, l'acceptation de la différence. Donc ça fait travailler la personne, peut-être qu'elle règle une dette karmique, mais peut-être aussi qu'en fait elle vient aider une autre personne dans cette incarnation parce qu'elle doit apprendre la patience, la résilience, l'acceptation des différences, enfin tout plein de choses, et que d'une certaine façon l'âme fait don de cette vie-là en se disant bon bah moi je serai autiste et comme ça va t'aider à travailler ça. Vous voyez, c'est possible. Ce n'est pas forcément toujours karmique. Ça peut être une des raisons. La schizophrénie, ça peut être une personne qui, par exemple, a accès à d'autres informations ou à d'autres vies, mais ça peut être tout autre chose. Hein. C'est pas forcément ni karmique, ni tout simplement parce qu'elle fait partie d'un autre plan. Ça, il faut le comprendre. C'est très complexe, en fait, hein, le fonctionnement. Donc, du coup, c'est très simple et très complexe. Déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas grave. Rien n'est grave. C'est-à-dire que, effectivement, au pire, on reviendra. Et comme le temps il est subjectif et qu'il est quand même très propre à notre dimension, je veux dire, dans les plans supérieurs, le temps ça n'existe pas. C'est une vie humaine, c'est rien quoi, c'est un claquement de doigts. Donc de toute évidence, pour eux, s'il faut se réincarner 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois avant de comprendre la leçon, bon bah c'est un fait, on recommencera jusqu'à ce qu'on ait compris. Donc ça peut être karmique, ça peut être pour des raisons parce que la personne ne vient pas de la Terre, donc là elle arrive sans karma cette personne-là, hein, elle a concrètement pas de karma à régler, c'est juste qu'elle s'adapte pas. Donc les causes peuvent être multifactorielles et très différentes les unes des autres. Maintenant, le karma c'est pas du tout une punition, quoi. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal, il y a eu une action, il y a forcément une réaction. C'est vraiment la loi de l'action et de la réaction, le karma, tout simplement. Une âme, quand elle évolue, elle n'impose pas sa loi en disant ok, bon bah toi tu m'as fait du mal, dans la prochaine vie tu dois te réincarner avec moi parce que il va falloir régler cette dette, quoi, en gros, parce que c'est ça, hein, c'est des crédits et des dettes, hein, le karma. Pas du tout. Ça se passe dans ce qu'on appelle les sessions prénatales, c'est-à-dire qu'on a tous des guides, des guides spirituels qui nous aident à évoluer, qui sont plus évolués que nous, et lors d'un conseil, il est décidé avec ces guides-là de quelles sont les leçons qu'il serait bon aujourd'hui d'apprendre au sein de notre chemin d'évolution afin de grandir. C'est pas parce qu'on vient de créer une dette qu'on va la régler tout de suite dans la vie d'après, ça se trouve on la réglera dans une dizaine de vies, ça a peu d'importance. Mais c'est avec ce conseil en fait qu'on va décider de notre incarnation. Et en décidant de notre incarnation, on décide également d'une manière commune avec toutes les personnes qui font partie de notre entourage proche. Donc généralement, on décide avec ce conseil-là de sage, hein, si on peut l'appeler comme ça, ce conseil de guide, que telle et telle personne vont s'incarner avec nous et que cette personne-là sera notre mère, cette personne-là sera notre mari ou notre femme, telle personne viendra en soutien, ce sera notre enfant parce qu'il vient d'ailleurs et qu'il sera plus évolué, et ainsi de suite en fait. Donc il faut vraiment essayer d'imaginer comme une espèce de grand échiquier sur lequel toutes les personnes se mettent d'accord pour jouer tel rôle et telle fonction dans la vie de chacun. Et en fait, c'est vraiment une interaction les uns les autres, quoi. Et ce qu'on appelle un petit peu les âmes sœurs, qui est pas du tout, qui est ici plutôt une connotation romantique, mais qui est pas du tout, ça peut être votre meilleur ami ou votre pire ennemi même, parce que finalement, les âmes sœurs, c'est quoi? C'est la même famille d'âmes qui d'incarnation et incarnation se réincarnent ensemble. Donc généralement c'est une fois bah toi tu seras ma mère et puis dans l'autre vie bah tu seras peut-être mon mari, parce qu'en plus on change de sexe, hein, on est une fois un homme, une fois une femme, hein. Il faut expérimenter justement tout ça parce que c'est ça la vie, c'est l'expérimentation de toutes les possibilités. Donc déjà il n'y a pas de bon ou méchant, on a tous été méchants et on a tous été bons, et c'est pas grave. Parce qu'il fallait expérimenter. On est dans un corps limité pour apprendre la limitation, et on est sur Terre pour apprendre l'expérimentation de la matière avec le bon et le moins bon.
tout simplement. Et on décide donc avec toutes ces personnes, donc tiens, dans cette vie-là, tu seras non pas ma femme, mais cette fois-ci ma maman, toi tu seras mon pire ennemi. Et ce qui est très drôle, je ne sais plus dans quel livre j'avais eu ça, mais c'était exactement ça, c'était le pire ennemi qui va remonter ensuite quand l'incarnation sera terminée, qui dit, t'as vu, hein, j'ai bien joué le connard, hein. J'ai bien joué. C'est ça en fait. Et nos meilleurs amis et nos pires ennemis généralement sont en fait des familles d'âme, sont des personnes de notre famille d'âme avec qui on s'incarne de vie en vie pour évoluer ensemble. Et quand il y a une leçon qui est comprise par une âme, ça fait évoluer toute sa famille d'âme. On vit dans un monde qui est duel et du coup, j'aime pas bien ce terme force sombre, mais j'aime encore moins dire qu'elles nous poussent à. Elles vont nous encourager éventuellement, mais c'est une question de choix. À un moment, on est tous de la lumière, de la pure lumière. C'est juste, est-ce qu'on a décidé de nourrir ce côté sombre en nous ? Mais c'est une question de choix et c'est une question de volonté. Et il y a un moment, si vous décidez de nourrir plus le côté obscur que la lumière, forcément, vous allez être plutôt dans l'ombre et vous allez oublier votre part de lumière qui est en vous. Mais elle est toujours là. C'est juste que c'est à vous de nourrir par choix, par volonté, la lumière qui est en vous. Il peut y avoir des énergies extérieures. Après, je pense qu'on n'est pas en mesure de comprendre aujourd'hui le fonctionnement réel de l'univers et que comme aujourd'hui, on le voit bien, ne serait-ce qu'avec la réincarnation, que ce que nous, a priori, nous pourrions considérer mauvais est finalement juste un rééquilibrage de quelque chose, qu'est-ce qui nous dit que finalement ces forces sombres extérieures ne sont pas pareilles, ne sont pas là pour rééquilibrer quelque chose? On ne sait pas. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais je pose la question. De savoir comment aujourd'hui les patients sont traités en hôpital psychiatrique ou par la psychiatrie d'une manière générale, que ce soit par les procédés, par la voie médicamenteuse, c'est difficile à répondre pour moi tout simplement parce que je ne suis pas médecin et que je ne travaille pas en hôpital psychiatrique. Donc de dire comment ils sont traités, en fait, j'en sais rien. Par contre, ce que je pourrais vous dire, c'est que j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir tout simplement parce que si vous m'auriez posé la question... il y a 10 ans, en fait, je vous aurais rien répondu parce que j'étais beaucoup trop jeune. Mais je sais qu'il y a 10 ans, toutes les médecines alternatives étaient décriées. Voilà. Et clairement, il y a encore, enfin, je ne sais pas combien de temps, mais on ne parlait pas aujourd'hui de la maladie psychologique et psychiatrique comme on en parle aujourd'hui. Ne serait-ce que là pour le coup dans l'inconscient collectif, on allait très facilement voir un médecin quand on avait un problème de santé physique. Par contre, c'était très difficile d'aller voir un médecin sans passer pour un fou, même dans la mémoire collective, quand on avait un problème émotionnel ou psychologique. Vous voyez ? Donc déjà, il y a eu tout un travail à faire au niveau du collectif, à savoir d'accepter que aussi bien il y a des maladies physiques, il y a des maladies émotionnelles et il y a des maladies mentales. Et c'est un fait, et il n'y a pas de mal à aller voir un médecin quand c'est nécessaire. Maintenant, les médecins, c'est pareil. Avant, c'était surtout les médecins en Occident, c'était vraiment très invasif, ou alors tout de suite médicamenteuse. Et je trouve que ces dernières années, on a vu un regain d'intérêt justement sur la médecine orientale et c'est une très bonne chose. Et je pense qu'en fait, les deux sont totalement complémentaires et qu'on ne peut pas en exclure un. Selon la pathologie de la personne, on a besoin, pour moi, de la méthode orientale ou occidentale, voire les deux. Je crois que la médecine est en train de le comprendre aujourd'hui. Et j'entends de plus en plus de médecins qui se forment à des médecines alternatives. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, les kinés vont devenir micro-kinés, que le kiné peut devenir ostéopathe, et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc, je pense que ça va vraiment dans le bon sens. Maintenant, et je l'ai constaté il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait une conférence avec des praticiens bien-être qui étaient dans la réflexologie, la sophrologie et ainsi de suite. Et finalement, quand j'ai parlé de l'hypnose régressive, j'ai eu les mêmes réactions qu'ont certainement eu les médecins traditionnels quand on a commencé à parler de sophrologie ou de réflexologie. C'est-à-dire une réaction de rejet. Parce qu'on ne connaît pas, parce que ça vient marcher sur nos plates-bandes et parce qu'on n'aime pas bien tout ça. Donc, je pense qu'il faut juste faire attention à toujours garder
une ouverture. Oui, il y a de plus en plus de thérapies alternatives, holistiques, mais oui, en même temps, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent à fonctionner autrement, qui commencent à récupérer des mémoires, justement, qu'elles ne comprennent pas, et qu'on a besoin de ces médecines alternatives et holistiques. La difficulté, je pense, que l'on va vivre ces prochaines années, et je le vois bien parce que pendant des années, la médecine ne s'est pas intéressée ou pas réellement à l'hypnose. Et aujourd'hui, maintenant, pour certaines pratiques d'hypnose, qui n'est pas encore le cas de l'hypnose régressive, mais pour certaines spécialités de l'hypnose, on ne peut le faire que si on est médecin ou dans le milieu médical. Et ça, pour moi, c'est une aberration, parce que qu'on soit formé et qu'on fasse attention au niveau qualitatif des écoles qui enseignent ces méthodes, oui, bien sûr, et c'est nécessaire, parce que on voit aujourd'hui des personnes qui, au bout d'à peine quelques années de pratique, montent des écoles et forment des personnes à tout va, et ça, c'est un vrai danger. Maintenant, par contre, je crois que la médecine essaye de récupérer des méthodes qui sont quand même ancestrales, qui ont toujours existé de tout temps, ici et ailleurs. C'est là où vraiment je m'interroge sur le bienfait de vouloir trop encadrer sous le sceau de la médecine chaque médecine alternative qui fait jour. Et je pense vraiment que de toute façon, l'être humain, l'âme est de toute façon plein de ressources et créative, et qu'on peut essayer d'empêcher, on le voit bien, quoi. À chaque fois qu'on met une limite, l'être humain est toujours plein de créativité finalement, et plein de ressources pour essayer de dépasser cette limite ou de la contourner.